Je suis d'abord un financier. Je suis diplômé d'école de commerce et d'école spécialisée dans la finance. Donc, j'ai commencé à travailler comme analyste financier dans une institution de la place, mais j'ai décidé de reprendre mes études pour embrasser la profession de mon père, la profession d'avocat. J'ai commencé à arpenter les escaliers du tribunal de première instance de Cotonou, certainement à l'âge de 7-8 ans. Donc, je pense que le métier d'avocat, c'est quelque chose que j'ai connu toute ma vie. Mon grand-père aussi, le père de ma mère, était avocat. Je pense qu'on fait ce changement dans sa vie, pas par volonté, pas par choix, mais par appel. La racine du mot avocat, c'est advocatum, c'est un appel. Je pense que la profession d'avocat appelle certains qui ont pour mission de défendre les autres, qui donnent leur vie pour recevoir les problèmes des autres, écouter les problèmes des autres et trouver des solutions à cela. C'est un sacerdoce et pour moi, c'est une grande joie de faire partie de ce corps-là, de cet ordre et de porter la robe. L'avocat, dans le cadre des interactions entre les investisseurs privés et les États, joue un rôle surtout de facilitateur. On a l'image des avocats qui plaident, qui sont là pour défendre leurs clients contre une partie adverse, mais dans ce cadre-là, c'est plus un rôle de conseil que l'avocat joue. Il va permettre un dialogue entre l'investisseur privé qui veut placer des capitaux dans le pays et l'État qui veut recevoir des investissements pour se développer, en particulier dans le contexte des États africains qui sont demandeurs d'investissements étrangers, beaucoup pour pouvoir atteindre les objectifs de développement qui se sont fixés. Le rôle vraiment de l'avocat conseil en relations gouvernementales, c'est de réduire l'asymétrie, de permettre aux parties de mieux se comprendre et donc de faciliter les échanges et les investissements. Vous savez, tout ce qui concerne le digital et les nouvelles technologies en général vient avec des nouveaux modèles économiques. Il y a des plateformes qui permettent à des individus de faire ce qu'on appelle en anglais la disruption. Cette faculté de transformer de manière vraiment fondamentale les économies traditionnelles, le digital vient et pour qu'un État puisse appréhender ces transformations-là, c'est parfois difficile. Donc, ces nouveaux modèles ne sont pas forcément compris par les gouvernements qui sont sur des activités très traditionnelles et bien sûr dans la fintech, le transport, l'éducation, il y a des changements importants qui viennent grâce aux nouvelles technologies, grâce à la puissance des algorithmes. Et pour pouvoir mieux les comprendre, il faut une intermédiation, il faut un travail vraiment pédagogique et un accompagnement pour faciliter les choses. Alors, ce rôle-là se manifeste à plusieurs étapes. Et si vous voulez bien, je vais parcourir ces étapes-là depuis l'initiation, l'idée de cette entreprise internationale ou étrangère de venir dans le pays jusqu'à la mise en œuvre concrète du projet. Avant de rentrer dans un pays ou avant de développer un projet dans un pays, il faut d'abord connaître les règles du jeu. Il faut connaître le cadre. Donc, le premier rôle de l'avocat conseil, ça va être de faire une analyse de l'environnement juridique, de savoir que si vous voulez rentrer dans telle activité, tel business, en l'état actuel de la réglementation dans notre pays, il y a telle règle à respecter, il y a telle disposition à prendre pour que vous soyez en conformité avec les lois de l'État. La deuxième étape, c'est d'engager des échanges, des discussions, des négociations même entre l'investisseur privé et l'État, le gouvernement ou les entités ou les agences gouvernementales en charge du secteur particulier dans lequel l'investisseur étranger veut investir. Ces échanges-là sont sous la forme de correspondances, de réunions, des séances de travail pour indiquer l'ampleur du projet, la dimension, les objectifs, ce qui veut être réalisé pour que l'État ou l'agence gouvernementale puisse mieux comprendre ce qui va se passer. Ensuite, il peut y avoir des situations où il y a des décalages entre le modèle économique et le cadre réglementaire. Et donc, dans ce genre de situation-là, on doit parfois aboutir à de nouvelles réglementations qui sont adaptées ou à des schémas, des constructions juridiques qui permettent de faire face à une réglementation qui n'est pas encore adaptée, mais sous la forme contractuelle, sous la forme d'accords spécifiques à un projet. On crée le cadre qui va faciliter la mise en œuvre du projet. Ensuite, il y a cette situation qui est plus conflictuelle, une situation dans laquelle on essaie d'éviter d'entrer, où l'État et l'investisseur sont dans un litige ou sont dans une situation précontentieuse dans laquelle les parties sont en désaccord sur une manière de faire. Et donc, notre rôle,
c'est d'éviter d'aller au plein contentieux, c'est de pouvoir servir de médiateur, d'expliquer les choses, de mettre en place des canaux de discussion pour pouvoir éviter d'aller au tribunal. Et ensuite, bien sûr, il y a, dans l'hypothèse où on n'arrive pas à s'entendre, il y a des contentieux parce que, après tout, l'État doit également respecter un certain nombre d'obligations, d'exigences vis-à-vis de ses propres lois, mais également vis-à-vis de lois internationales, de traités internationaux dans lesquels il est parti. Et donc, il arrive qu'on ait à aller au contentieux. Ça m'est arrivé de pouvoir assister un investisseur dans le cadre notamment d'arbitrage d'investissement, par exemple. Très concrètement, nous sommes dans une économie de la compétition. Les États sont en compétition. Je pense personnellement que cette compétition se fait dans le cadre de blocs, de grands blocs. Mais avant d'aborder la question des grands blocs, il faut que l'État soit à la hauteur du challenge et de la compétition. Il y a des guerres économiques qui sont en cours entre, on le voit bien, la Chine, par exemple, et les États-Unis. Ce n'est plus un secret. C'est une guerre économique ouverte, déclarée, assumée par les parties en présence. Aujourd'hui, pour un État africain, l'enjeu, c'est de s'intégrer à cette économie-là pour ne pas perdre les opportunités, mais pour ne pas perdre aussi ses talents, pour ne pas perdre ses ressources. Ces différentes questions-là sont réglées par la capacité, la volonté des États africains, de nos dirigeants, à s'impliquer dans les nouvelles technologies, à faire en sorte que l'espace africain, ce que nous proposons aux plus jeunes, soit un espace moderne, soit un espace adapté, compétitif, à même de rivaliser avec les grandes puissances. Si nous voulons aujourd'hui rattraper le retard, le grand retard des économies africaines, ce ne sera pas en développant des économies traditionnelles, ce ne sera pas en polluant comme les autres l'ont déjà fait, ce sera plutôt avec des nouveaux outils qui vont permettre d'être beaucoup plus efficaces. Et pour pouvoir atteindre cette transformation-là, il faut un cadre réglementaire adapté. Malheureusement, les réformes dans nos pays prennent du temps. Les choses vont plutôt lentement. Il y a des lenteurs administratives. Il y a également des lenteurs plus psychologiques qu'autre chose. Et parfois, il y a aussi un gap en matière de technicité. Il faut comprendre la technologie pour pouvoir transformer cette compréhension de la technologie-là dans un cadre juridique national. Donc, non seulement la lenteur, la technicité, et donc mettre tout le monde à l'aise, ne pas se dire que ces nouveautés-là viennent pour bafouer les lois d'un État, mais plutôt se dire que ce sont des nouveautés qui vont permettre d'accélérer le développement d'un pays. Je dirais que dans un premier temps, ce n'est pas que le projet n'avait pas abouti, mais peut-être que ça peut donner cette impression vue de l'extérieur, mais c'est en réalité une demande de la part des autorités de mieux comprendre la manière de fonctionner de mon client. Et donc, il y a eu des interactions pour pouvoir permettre de présenter le modèle économique, de rassurer nos interlocuteurs gouvernementaux. Et je peux dire que nous avons eu une écoute vraiment positive et les échanges ont été très constructifs. On a réussi à comprendre les attentes du gouvernement. Le client également était disposé à aller dans le sens de la mise en œuvre des objectifs de mobilité dans le secteur des transports que le gouvernement également poursuit. Et donc, nous avons réussi, au terme de bonnes discussions, à aligner les parties sur des points qui avant auraient pu être des points clivants, mais qui sont devenus des points de rapprochement. C'est vrai que j'ai ce genre de dossier. Je pense qu'on est plusieurs spécialistes, tant au barreau du Bénin que dans la sous-région. Il y a vraiment une compétence qui se développe. Au-delà de ma modeste personne, je pense que beaucoup de confrères sont également très en vue. Je pense que la pratique professionnelle dans le domaine du droit des affaires, et en particulier ce type d'accompagnement, tend à vraiment se vulgariser, et c'est important pour nous tous. Le type d'erreur que ces entreprises pourraient commettre, c'est de se dire que le modèle économique qu'ils ont mis en œuvre dans des pays qui avaient déjà des réglementations adaptées va marcher facilement. Le type d'erreur, c'est de ne pas anticiper sur les blocages qu'il peut y avoir
au niveau des gouvernants. Et donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a pris le temps d'analyser le cadre réglementaire existant, qu'on a pris le temps d'identifier les acteurs qui peuvent être des décideurs clés et qu'on a pris le temps de présenter son projet. Donc, je dirais que l'erreur, ce serait peut-être au niveau de la préparation. Donc, ma recommandation, ce serait de préparer au maximum une entrée, de ne pas foncer tête baissée, mais de faire le travail. On dit en anglais, do your homework before coming. Alors, je pense qu'il y a d'abord la volonté. Quand on a la volonté, vouloir c'est pouvoir. On a la volonté d'accueillir des investisseurs étrangers, on a la volonté de développer notre pays, mais nous avons la volonté de le faire dans un cadre qui sera respectueux de nos populations. Et donc, pour ce faire, l'État africain peut soit développer des compétences en interne, c'est-à-dire faire former les cadres gouvernementaux dans le cadre de missions qu'ils peuvent entreprendre à l'étranger pour voir les modèles ailleurs, pour voir des exemples qui vont les inspirer. Mais il y a également la possibilité de se faire accompagner. C'est vrai, si les investisseurs se font assister, les États aussi peuvent se faire assister. J'ai eu la chance de collaborer au sein de la Banque africaine de développement, au sein d'une institution qui s'appelle la Facilité africaine de soutien juridique, qui accompagne justement les États africains dans leurs négociations avec des investisseurs étrangers sur des questions complexes. C'est vrai que c'est généralement dans les domaines des ressources naturelles, mines, pétrole, mais également les nouvelles technologies qui sont des questions de plus en plus complexes, où il y a des infrastructures qui doivent se mettre en place, où il y a parfois des partenariats publics-privés qui sont en jeu. Et donc, l'État africain peut soit développer en interne, soit recueillir l'assistance externe de professionnels qui pourront l'aider. Au-delà des compétences, il y a des limitations infrastructurelles et même institutionnelles dans la mise en œuvre de réformes. Il faut nécessairement que les États africains apprennent à faire passer des lois de manière beaucoup plus efficace, apprennent à avoir des processus administratifs beaucoup plus diligents. Et tenez-vous bien, la solution en réalité réside dans les nouvelles technologies elles-mêmes, dans la dématérialisation de nos propres processus. Moi, j'ai travaillé dans l'administration publique et je peux vous dire que la question, par exemple, des parapheurs, là, c'est un vécu, je partage avec vous cette expérience. Je pense qu'il y a trop de parapheurs dans nos administrations publiques. Les parapheurs, c'est un classeur dans lequel les documents papier sont mis pour que tous les directeurs de tous les services, etc., puissent mettre leur paraphe et qu'à la fin de la journée, la plus haute autorité puisse signer après avoir vu tous ces paraphes-là. Si déjà nous digitalisons nos propres processus de fonctionnement, alors là, nous serons au même rythme que cette économie digitale. Et donc, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être soi-même, le changement que l'on veut voir dans le monde, le changement que l'on veut voir dans son économie. Et c'est d'abord par là que ça va commencer. Une fois qu'on aura fait ça, tout le reste devrait suivre. À partir du moment où les gouvernements arrivent à comprendre les enjeux de ces nouvelles technologies-là, de cette nouvelle économie digitale, l'opportunité, c'est que de nouveaux marchés vont se créer sur des domaines qui sont vraiment en pleine demande. Dans la fintech, par exemple, les défis de la bancarisation. La bancarisation, aujourd'hui, c'est un enjeu crucial pour pouvoir passer d'une économie largement informelle à une économie qui est intégrée dans un système. Et même pour les gouvernements, l'enjeu ici, c'est de pouvoir avoir une traçabilité des flux économiques pour taxer ce qui doit être taxé, pour contrôler également tout ce qui concerne les flux de capitaux, pour s'assurer qu'il n'y a pas de financement d'activités illégales. Et donc, la fintech, par exemple, est aujourd'hui une voie dans laquelle la bancarisation peut s'accélérer. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la bancarisation, même dans l'agriculture, dans le transport, dans beaucoup de domaines, dans l'éducation également, qui est un sujet qui me tient à cœur. Il y a des transformations qui peuvent se faire. C'est une vraie opportunité pour tous ces secteurs. Des États comme le Kenya, par exemple, ont mis en place des systèmes très bien, ont développé également des pépinières. Je pense qu'il faut d'abord s'éduquer soi-même dans le domaine des nouvelles technologies pour que les professionnels africains soient déjà les têtes de proue, soient l'avant-garde des nouveautés et que plutôt que subir, nous soyons vraiment ceux qui créent les nouveautés. Le Kenya, par exemple, l'Afrique du Sud,
sont des pays qui sont à l'avant-garde. Le Rwanda également a fait le nécessaire. Il faut également penser à des partenariats sud-sud, parce que les autres pays du Sud, notamment la Chine, le Brésil, l'Inde surtout, je pense que c'est ce genre de choses que les États africains doivent rechercher, ne pas être suiveurs. Et vraiment, ça va passer par l'éducation et la formation des jeunes pour qu'on ait nous-mêmes nos propres petits génies. Je crois que c'est faisable. La grande valeur ajoutée, c'est surtout d'éviter, de réduire, en tout cas, les risques de conflit qu'il peut y avoir entre l'État qui veut réguler son économie et l'investisseur qui a certainement l'habitude de réalités tout autres que ce que l'État connaît déjà. Donc, c'est de réduire cette asymétrie-là de compréhension des nouveaux domaines qu'apportent les nouvelles technologies. Ma première recommandation, c'est d'investir dans l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est la base de l'avenir d'un pays, l'avenir d'un groupe en général. Il faut éduquer nos enfants. La maîtrise de l'outil technologique doit commencer dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre à nos enfants, c'est d'apprendre à coder, d'apprendre à l'intelligence artificielle, d'apprendre toutes les nouvelles technologies pour que demain, des exemples comme on a vu en Corée du Sud, je crois que la Corée du Sud et pas mal d'États africains étaient sur le même pied en termes de niveau de développement dans les années 60. Mais aujourd'hui, s'il y a une grande avancée de l'autre côté, c'est d'abord et avant tout lié à l'éducation. Ensuite, la formation continue parce que il faut pas attendre 20, 30 ans avant d'être au niveau. Il faut que nous puissions faire la formation continue de nos cadres gouvernementaux, mais également de nos entreprises. Parce qu'on a parlé jusqu'ici des investisseurs privés étrangers qui venaient, mais en réalité, les entreprises africaines elles-mêmes rencontrent encore plus de difficultés que ces investisseurs-là. Il faut s'adresser à ces entreprises-là, il faut créer des pépinières, il faut créer des espaces, et je pense que le gouvernement béninois le fait très bien. Vous avez des initiatives comme Semecity, par exemple, qui crée un écosystème favorable à l'entrepreneuriat, aux startups. Je crois que cet effort-là, de la part des gouvernements africains, va permettre justement de se préparer, d'être prêt pour les défis qui sont déjà présents, qui sont déjà là. La guerre économique est lancée et je pense que nous pouvons la gagner. Je pense que leur part est sur 2 axes. Le premier axe, c'est que il faut moderniser notre pratique professionnelle. Il y a beaucoup trop d'avocats individuels. Il faut aller vers des regroupements d'avocats pour permettre la spécialisation. Donc, en termes de structure, le modèle de l'avocat seul dans son coin qui a ses clients et qui gère son cabinet de manière individuelle, c'est un modèle qui doit évoluer pour permettre d'avoir plusieurs compétences au sein d'un cabinet d'avocats avec des spécialisations. Il y aurait des spécialisations dans le domaine du contentieux pur, mais également du conseil et éventuellement des spécialisations sectorielles, notamment sur les nouvelles technologies. Ensuite, la pluridisciplinarité, parce que faire que du droit dans ce genre de domaine-là, ce n'est pas assez. Il faut s'y connaître en finance, en nouvelles technologies, en économie, en management, pour comprendre les réalités du client. Donc, à titre individuel, les avocats doivent se former à d'autres matières que juste le droit. Et la cerise sur le gâteau, je pense, les avocats doivent s'intéresser à ce qu'on appelle la legal tech. C'est tout un univers. C'est tout un univers dans lequel le droit et le numérique se mélangent. Et nous avons l'opportunité d'avoir un grand salon legal tech annuel qui aura lieu notamment le 3 mai prochain, qui est organisé, c'est l'apéro du droit et du numérique, où il y aura des rencontres qui vont se faire. J'invite les confrères à participer à ce type d'événement, à les initier également et à rentrer dans la danse de cette économie digitale qui est déjà présente et nous devons en être des acteurs. Non, ça coûte pas cher. Ça coûte pas du tout cher. Je dirais que ça coûte moins cher que le moins cher. Parce que ce qui ne coûte pas cher coûte plus cher que le cher.
Dès qu'il vient dans l'esprit d'investir dans un pays et d'être en relation avec un gouvernement, je pense qu'il est très important de préparer ce projet-là avec un conseil, un avocat, bien sûr, mais aussi d'autres compétences, des compétences en management, des compétences en business plan, en économie, en marketing. Je crois que c'est important de se faire accompagner dans son projet parce que ne pas le faire, ça coûte plus cher à la fin de la journée parce qu'il peut y avoir un retournement, il peut y avoir des investissements prévus et même faits. Et à la fin, vous vous retrouvez dans un projet qui tombe à l'eau malgré tous les efforts que vous aurez déployés pour le mettre en œuvre. Je leur adresserai un message commun et pas séparé. Je leur dirai de se comprendre, de faire preuve d'empathie, de se mettre à la place de l'autre. C'est ce que j'essaie de faire dans mon métier au quotidien. Et alors, je leur donnerai le conseil de faire de même. Parce que quand on comprend la perspective de l'autre, c'est plus facile d'aller vers lui. C'est plus facile d'anticiper sur ses besoins. C'est plus facile d'y répondre et de mettre en œuvre un projet qui réussit, qui marche, pour le bien de tout le monde. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu et nous espérons vous revoir. C'est un plaisir et ce sera un plaisir de revenir.